un bureau fermé à clé, un manuscrit disparu, et un bibliothécaire qui n'a plus jamais parlé. « Bienvenue à Contes policiers, je suis votre hôte, Henri, d'où venez-vous? Indiquez-le dans les commentaires, je suis toujours ravi de lire. » Vos messages? Chacun d'entre eux rend ce mystère encore plus riche. Commençons. Le soleil filtrait doucement à travers les fenêtres à meneaux de la salle paroissiale Saint Mildred, projetant des barres dorées sur le parquet éraflé où des tables avaient été soigneusement disposées avec des génoises à la mélasse, du sirop de rhubarbe et des piles de billets de tombola. Un panneau manuscrit près de l'entrée annonçait « Grande vente de livres de printemps de Barton » au profit du fonds de restauration de la bibliothèque du village. En dessous, une table pliante s'affaissait doucement sous le poids des volumes jaunis, leur dos craquelé et leurs titres dorés témoignant d'une époque plus calme. Miss Jane Marple, assise près d'un plateau de scones au raisin sec, inclina la tête au son d'une voix hésitante. J'ose dire que le révérend n'aurait pas approuvé la vente de toute son étagère théologique, a déclaré Madame Béatrice Philby, la gardienne autoproclamée de la bienséance de Great Barton, en regardant avec désapprobation une rangée de tomes poussiéreux étiquetés, la collection du regretté révérend Aldrich, 2 pence chacune. Son commentaire s'adressait à Miss Hartnell, une femme robuste avec une manchette tachée d'encre et un froncement de sourcils inébranlable de bibliothécaire. « Je vous assure, » répondit mademoiselle Hartnell avec une patience glaciale, que son neveu souhaitait expressément que ses livres servent à la restauration, et ils n'ont pas été ouverts depuis 30 ans. Miss Marple sirotait tranquillement son thé. Elle n'était pas venue pour les livres ni les pâtisseries, mais pour l'agréable habitude d'observer. Ces événements printaniers, aussi anodins qu'ils puissent paraître, faisaient toujours ressurgir les petits drames de la vie villageoise. Rancune ravivée, affront remémoré, romance suggérée par un regard ou une hésitation. Mais même elle ne s'attendait pas au premier cri. Cela ne venait pas du hall, mais du couloir de la sacristie, juste à côté. Une voix aiguë et tremblante s'éleva au milieu du brouhaha du thé et des conversations. « Quelqu'un, s'il vous plaît. »« C'est mademoiselle Calthorpe. Elle ne respire plus. » Il y eut l'inévitable remaniement, un moment d'incrédulité paralysée, puis une ruée soudaine et chaotique. Ils trouvèrent mademoiselle Dorothea Calthorpe, bibliothécaire, quand chef à la retraite, une femme discrète connue pour sa ponctualité irréprochable et ses tweeds délavés, affalée près d'une pile de premières éditions en boîte, près de la porte de la sacristie. Ses lunettes à monture métallique étaient fissurées, de travers, sur le sol, et ses mains pâles agrippaient la laine usée de son cardigan. Mademoiselle Hartnell s'agenouilla près d'elle avec un calme professionnel, 2 doigts sur le poignet. « Elle est partie, » dit-elle simplement. Un silence s'installa. L'odeur des scones me parut soudain écœurante. Le révérend Mulliner, interpellé par l'agitation, prononça une prière tandis que l'agent Drake, jeune et nerveusement officieux, arrivait de la place du village. « Elle devait avoir le cœur fragile, » murmura Madame Philby déjà à mi-chemin de l'étiquette du deuil. « Elle avait toujours l'air si fragile, pauvre chérie. Jamais mariée, vous savez. » Miss Marple ne dit rien. Son regard, bleu pâle et apparemment vague, se posa sur la boîte ouverte à côté de Miss Calthorpe. À l'intérieur, à moitié froissé sous d'anciennes fiches de catalogage, se trouvait un petit livre à la couverture verte gaufrée. Il paraissait étrangement neuf. En fin d'après-midi, le corps avait été respectueusement retiré et le silence était revenu dans la salle. Mais l'air était différent. Murmurant, attentif, l'inspecteur Crail du comté était attendu le lendemain et l'agent Drake avait solennellement bouclé la sacristie avec un morceau de ficelle de jardin. Elle arrivait toujours en avance, dit Madame Lavinia Prose, scrutant la pièce d'un air triste et possessif. Elle ouvrait elle-même le placard des dons. Elle ne laissait jamais personne d'autre manipuler les ouvrages rares. Miss Marple hocha doucement la tête en sirotant
Son thé maintenant froid. Je me demande, dit-elle d'un ton léger, si elle n'avait pas récemment découvert quelque chose d'inhabituel. Comme quoi? Demanda Drake en fronçant les sourcils. Oh, peut-être un livre disparu, ou un livre qui n'aurait jamais dû être là. L'agent cligna des yeux. Bon, j'en parlerai à l'inspecteur Crail. Miss Marple sourit doucement. Elle doutait qu'il s'en souvienne, mais peu importe. Il y avait d'autres indices, du genre de ceux que l'on néglige le plus souvent. Un coin de tapis défait près des boîtes, une tache sur le loquet de la sacristie, une légère déchirure sur la manche de Miss Calthorpe. Rien de violent, rien de clair. Seul le sentiment troublant était que cette femme calme et prudente n'était pas morte entièrement par hasard. Plus tard dans la soirée, de retour dans son cottage couvert de roses sur Old Post Lane, Miss Marple s'assit près du feu et laissa ses pensées se poser comme des feuilles de thé. Dorothea Calthorpe avait été une jeune fille pleine d'ambition, se souvenait Miss Marple, amoureuse des livres, certes, mais aussi avec un sourire bienveillant et une grande fierté pour son travail. Sa mort au milieu de sa précieuse collection relevait soit d'une étrange poésie, soit d'une ironie délibérée. Le village serait certainement en deuil. On murmurerait des théories dès mercredi, et peut-être se prononcerait-on sur une insuffisance cardiaque ou un accident dès vendredi. Mais Miss Marple avait vu l'expression de Dorothea. Surprise, presque incrédule. Non pas de maladie, mais de reconnaissance. Quelque chose ou quelqu'un était revenu du passé, et Dorothea Calthorpe les connaissait. Et maintenant elle était silencieuse. Mais la bibliothèque, pensait Miss Marple, pourrait encore parler. Le lendemain matin, gris et humide, comme si le village lui-même avait enveloppé ses épaules d'un châle de deuil. Une fine brume s'accrochait aux haies bordant les ruelles de Great Barton, étouffant le fracas habituel des livraisons de lait et les aboiements lointains de l'épagnole de M. Elworthy. La nouvelle de la mort de Mademoiselle Calthorpe s'était rapidement répandue, se propageant dans les jardins et étouffant les fils téléphoniques comme une fumée de bois. À l'épicerie, Madame Gilly Markham remplissait des sacs en papier Kraft de sucre d'orge et de biscuits cassés, tout en chuchotant avec insistance à la gouvernante du révérend à propos de la pauvre Dora et de son ennui avec le grand livre de contes de l'ancien vicaire. Oh, vous vous souvenez, ma chère, celui avec toutes ces notes latines que personne ne pouvait traduire. À la boucherie, une veuve de Hawthorne Hill déclarait avoir vu Mademoiselle Calthorpe la veille à la poste, toujours aussi rose et pleine d'entrain. À mon avis, je ne l'aurais jamais imaginé tomber comme ça. Mais à Rose Cottage, les pensées de Miss Marple allaient au-delà des murmures et des spéculations. Assise à sa table de petit déjeuner, un châle tricoté sur les épaules, elle remuait distraitement son thé tout en lisant un vieux livre. La vie à la campagne, un petit bout du prospectus de la vente de livres de la veille, était plié à côté de sa cuillère à café. Elle avait entouré une seule ligne, volumes rares et inhabituels provenant de domaines privés, à des prix qui raviront les collectionneurs. Cette phrase n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant, pour Miss Marple, elle évoquait quelque chose d'inconnu. Dorothea Calthorpe était la plus méticuleuse des femmes. Ses talents de catalogage étaient réputés à travers l'Institut des femmes. Si un volume s'était retrouvé parmi les dons alors qu'il n'aurait pas dû s'y trouver, elle l'aurait remarqué. Et si elle l'avait remarqué, qui d'autre aurait pu voir sa réaction? En milieu de matinée, l'inspecteur Archibald Crail arriva au village. Il arriva dans sa Morristown, un homme svelte et méticuleux, à la mâchoire forte et aux sourcils levés avec ironie. Son regard pâle et froid semblait constamment scruter la situation. L'agent Drake le rejoignit au pré et lui raconta consciencieusement les faits tels qu'ils étaient. Aucun signe de lutte, aucune ecchymose. Le docteur Gildersleeve a conclu à une insuffisance cardiaque, mais il a demandé une autopsie approfondie. Et le livre à côté duquel elle a été trouvée. Drake hésita. Eh bien, monsieur, il a disparu. Le verre avec le joli gaufrage doré.
Mademoiselle Hartnell jure qu'il était là quand elle est arrivée, mais après qu'on a nettoyé la zone, eh bien, il y a eu tellement de passages. La circulation piétonne, Monsieur Drake, n'excuse pas la perte de preuves. Crail soupira et retira ses gants. Et la femme elle-même, Mademoiselle Calthorpe, sans mari, sans enfant. Elle vivait à Vine Cottage, seule depuis le décès de sa sœur il y a 2 ans. L'inspecteur nota quelque chose dans son petit carnet noir. Commençons par là. Vine Cottage était l'une de ces demeures paisibles, nichée juste au-delà, de la place du village, son jardin indiscipliné, avec ce charme typiquement anglais qui dissimule l'attention sous une négligence désinvolte. Le lierre grimpait sur la façade de pierre, et 2 rosiers envahissants s'appuyaient contre les vitres telles des pleureuses silencieuses. Miss Marple, qui ne croyait pas aux coïncidences, passait par hasard avec un panier de lavande coupé, juste au moment où l'inspecteur arrivait. Son expression exprimait une douce surprise. « Inspecteur Crail, n'est-ce pas? C'est très méticuleux de votre part d'avoir entamé votre enquête si rapidement. Dorothea était une créature si réservée. J'imagine qu'il y a peu de choses ici qui parlent fort, mais bon, on ne sait jamais. Le passé a tendance à murmurer à qui veut l'entendre. » Crail l'observa poliment. « Miss Marple, je crois? »« Oh oui. Juste Jane Marple. Je sais qu'il est mal vu de s'en mêler, mais je trouve que ces tragédies villageoises reposent souvent sur des choses très anodines, très humaines. J'en suis sûr. » Il esquissa un sourire crispé, pas encore dédaigneux mais méfiant. « Si vous voulez bien m'excuser. » Elle inclina gracieusement la tête et poursuivit son chemin. Mais non sans avoir remarqué un léger grattage de boue fraîche sur l'allée du jardin et un léger éclat métallique dans le parterre de fleurs. Une patère en laiton mat, légèrement courbée, curieux. À l'intérieur de Vine Cottage, Crail avançait méthodiquement. Le salon était rangé, mais sans excès. Des livres s'alignaient sur un mur, classés non par thème ou titre, mais, de manière révélatrice, par couleur. Un petit bureau se dressait sous la fenêtre de devant, surmonté d'une boîte en bois, verrouillée et d'un encrier encrassé par l'abandon. Les murs portèrent de légères marques, là où des tableaux étaient autrefois accrochés, et sur une étroite table d'appoint se trouvait une photographie encadrée de laiton, représentant 2 jeunes femmes, Dorothea et une autre, aux traits similaires mais à l'esprit plus léger, souriant à une lumière oubliée. « Sa sœur, » dit doucement l'agent Drake, « morte de tuberculose, je crois. Mademoiselle Calthorpe n'a jamais vraiment parlé d'elle. » Crail ouvrit les tiroirs du bureau. À l'intérieur se trouvaient des liasses de lettres bien ordonnées, principalement des reçus et des lettres du comité de la bibliothèque. Mais dans le second tiroir enveloppé dans une toile cirée, il trouva quelque chose d'inattendu. Un sachet d'herbe pressée et une bande de papier étiquetée en latin. Ses yeux se plissèrent. « Apportez ça au coroner pour qu'il fasse des analyses, dit-il. Et le coffre-fort, il nous faudra quelqu'un pour l'ouvrir. » Drake hésita. « Tu crois qu'elle a été empoisonnée ?» Crail ne répondit pas. « Pas encore. » De retour au village, Miss Marple se rendit au cimetière où Madame Lavinia Prowse disposait des jonquilles dans un vase en porcelaine ébréché sous le vieil if. Elle salua Miss Marple d'un hochement de tête solennel. « Vous connaissiez bien Dorothea, j'imagine, » dit doucement Miss Marple. « On était jeunes filles ensemble autrefois, » murmura Lavinia. Elle était intelligente, toujours en train de lire. Elle n'avait plus beaucoup de conversation après la mort de sa sœur. Je crois qu'elle s'en voulait. « Oh ? Eh bien, ils se sont disputés à cause d'une affaire de famille. Dorothea s'est mise en couple avec un jeune universitaire, un étudiant en visite à Oxford, je crois. Sa sœur a trouvé ça déplacé. Des paroles dures. Elle est partie pour la côte peu après et n'est jamais revenue. Vous souvenez-vous du nom du jeune homme? Non, juste qu'il était charmant et prompt à emprunter de l'argent. » Miss Marple parut pensive. « Et est-ce qu'on m'a jamais rendu quelque chose ?» Madame Prowse fronça les sourcils. « Non,
J'imagine que c'est pour ça que Dorothea a gardé la photo toutes ces années. Le regret est un pauvre invité. Il ne part jamais. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut une visite. Miss Hartnell se tenait sur son perron, les joues rouges et l'expression dure. « On m'a dit que tu posais des questions. Je dois dire, Jane, que ce n'est pas le moment de s'agiter. » Miss Marple lui fit signe d'entrer et lui offrit du thé. « Je ne remue pas, ma chère. J'observe simplement les ondulations. » Mademoiselle Hartnell refusa le thé, mais sortit une petite enveloppe de son sac à main. Elle a été laissée dans une boîte à dons. J'allais la brûler, mais je me suis dit que, eh bien, vous devriez peut-être la voir. À l'intérieur se trouvait une fiche de bibliothèque, du genre utilisé il y a des décennies, manuscrite et jaunie. Sur celle-ci, entrée de catalogue. DC-47, confession de la 3e heure, classée dans les archives restreintes. À détruire si découvert. Miss Marple tapota doucement la carte. Quelle curieuse directive. Détruire si découvert. Et je me demande, pourquoi? Est-ce si précis? Elle sourit faiblement, les yeux embrumés par un souvenir. Il était une fois l'histoire d'une confession inédite, transmise de génération en génération au clergé et conservée dans certaines bibliothèques diocésaines. Un scandale d'héritage. Mais personne ne tuerait pour un vieux murmure ecclésiastique, à moins, bien sûr, qu'il ne cite des noms. Mademoiselle Hartnell pâlit. « Tu crois que Dorothea l'a trouvée ?» Miss Marple plia la carte et la plaça à côté du dépliant. « Je pense, dit-elle doucement, que mademoiselle Calthorpe a peut-être tourné une page qu'il valait mieux laisser close. Et quelqu'un d'autre a bien voulu s'assurer qu'elle le reste. La douce pluie qui avait embué les haies de Great Barton pendant la nuit s'était transformée en une bruine persistante en milieu de matinée. Elle tambourinait légèrement sur les toits d'ardoise, crépitait contre les fenêtres de Vine Cottage et s'infiltrait dans le sol des tombes du cimetière où les jonquilles jaunes pliaient sous son contact. Le village portait son chagrin comme un châle, silencieux, persistant, mais sans guère montrer de signe de recul. À l'intérieur de la salle paroissiale Saint-Mildred, une odeur de moisi se mêlait à celle du cirage citronné, tandis que les bénévoles tentaient de rétablir l'ordre après la fin brutale de la vente de livres. Des cartons à moitié remplis étaient alignés de manière irrégulière, et un plateau de sablé oublié, intact, était posé à côté d'un amas de tasses à thé vides. Mademoiselle Hartnell était revenue cataloguer les volumes restants, bien que ses gestes soient raides et ses mains moins sûres que d'habitude. Miss Marple entra discrètement, pliant son parapluie et saluant la bibliothécaire d'un signe de tête, qui la salua d'un sourire bref mais non déplaisant. Il n'y avait personne d'autre dans le hall, à l'exception de l'horloge délabrée qui tic-tac solennellement au-dessus de la cheminée. « J'ai pensé donner un coup de main, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Il y a peut-être encore quelque chose en désordre. On ne se rend souvent pas compte à quel point le chaos persiste après une tragédie. » Mademoiselle Hartnell soupira. « C'est étrange, Jane. La mort de quelqu'un avec qui vous avez travaillé pendant tant d'années. Nous n'étions pas vraiment proches, Dorothea et moi, mais il y avait une sorte de compréhension tacite, un devoir partagé, et maintenant, je me retrouve complètement à la dérive. » Le regard de Miss Marple se porta vers le coin le plus éloigné de la pièce, où se trouvait une boîte étiquetée clergé, et dévotion était ouvert. Un livre dépassait du côté « Droit ecclésiastique et scandale au XVIIe siècle, elle ne » fit aucun commentaire, mais mémorisa le titre. « Dites-moi, dit-elle doucement, mademoiselle Calthorpe était-elle du genre à conserver ses archives séparément de son catalogue officiel ?» Mademoiselle Hartnell cligna des yeux. Oui, elle avait tendance à cacher des notes manuscrites, des fiches, etc., surtout si elle tombait sur quelque chose d'étrange. Comme un livre qui n'aurait pas sa place dans la pile des dons. Hartnell hésita. Elle en a mentionné un brièvement le mois dernier. Des mémoires imprimés à compte d'auteur, reliés en vers. Elle prétendait ne pas se souvenir de l'avoir accepté et ne pas croire qu'il provenait de la succession du révérend Aldrich.
Mais il a disparu avant qu'elle puisse l'identifier correctement. Elle m'a demandé si je l'avais rangé par erreur. Ce n'était pas le cas. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses yeux s'aiguisèrent presque imperceptiblement. Je crois avoir vu un tel livre à ses côtés, juste avant l'incident. Mademoiselle Hartnell pâlit. Ce n'était pas un rêve après. Tout. J'ai cru que je l'avais peut-être imaginé. Je l'ai vu dans ses mains, un gaufrage doré, un travail très fin, mais l'instant d'après, il avait disparu. Drake n'en a rien dit. Non, murmura Miss Marple. Non, j'ose dire qu'il ne le ferait pas. Il est très jeune, vous savez, et peut-être que quelqu'un d'autre a été plus rapide qu'il ne le pensait. À l'auberge locale, The Dove, Charleston, l'ambiance était à la fois sombre et pleine de curiosité. Les habitués s'étaient rassemblés sous les poutres basses en chêne, tasses de thé fumantes ou verres à la main. À une table d'angle près de la cheminée, 3 des commères les plus enthousiastes du village étaient en pleine conversation. Madame Philby, Monsieur Lionel Mapps, fonctionnaire à la retraite et historien amateur à temps partiel, et Mademoiselle Prudence Weatherby, dont les qualifications d'ancienne maîtresse de maison donnaient de la gravité à chacune de ses paroles. Miss Marple, en entrant, ses gants tricotés séchant encore dans une poche de son manteau, fut conduite vers une chaise avec une chaleur respectueuse. Bien que peu encline à alimenter les rumeurs, elle était toujours la bienvenue lorsque les choses prenaient une tournure mystérieuse. « Tu as entendu, Jane ?» murmura Madame Philby en se penchant. On dit que la pauvre mademoiselle Calthorpe avait peut-être quelque chose à cacher, finalement. « Oh » dit Miss Marple en essuyant une goutte de sa manche. M. Mapps hocha la tête d'un air entendu. Une sorte de confession perdue, paraît-il, reliée aux registres paroissiaux. Probablement un faux, bien sûr, mais scandaleux si c'est vrai. Miss Weatherby pinça les lèvres. L'Église d'Angleterre n'est pas étrangère aux bizarreries historiques. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais tout de même, la coïncidence entre sa mort et la parution de ce mystérieux livre est des plus troublantes. En effet, dit Miss Marple en sirotant son thé tiède, et parfois, une coïncidence n'est que le déguisement d'un mobile. Madame Philby haussa les sourcils. Mon Dieu, Jane, ça avait l'air tout à fait criminel. Miss Marple sourit doucement. Vraiment? Oh là là, ce ne sont que des pensées futiles. Mais dites-moi, qui aurait pu vouloir garder un scandale secret, surtout s'il touchait des familles du village? Il y eut un court silence avant que M. Mapps ne prenne la parole. Eh bien, la famille Aldrich est ici depuis l'époque de Cromwell. Le neveu du révérend Cyril était toujours très pointilleux sur ce qui devait ou non être rendu public. Un homme très réservé. Et très amer, ajouta mademoiselle Weatherby. Il n'a pas été retenu pour la présidence du conseil paroissial. L'année dernière, n'est-ce pas? Miss Marple inclina la tête. J'ai cru comprendre qu'il était revenu à Great Barton récemment. C'est vrai, confirma madame Philby. Il séjournait à Primrose Gate, pas plus d'une semaine avant la mort de Dorothea. Cet après-midi-là, Miss Marple remonta le chemin humide jusqu'à Primrose Gate, une belle demeure en partie dissimulée derrière. Un rideau d'if. Cyril Aldrich lui ouvrit lui-même, grand, mince et l'air sévère. Ses lunettes à monture d'acier n'adoucissaient guère son visage de faucon. « Mademoiselle Marple, dit-il avec une pointe de méfiance, à quoi me vaut cette visite? Juste une question de bon voisinage, monsieur Aldrich. J'ai cru comprendre que vous étiez revenu pour vous occuper des affaires de votre oncle. Une affaire difficile, j'en suis sûr. » Il s'écarta et la laissa entrer dans le couloir. Oui, des papiers, des bricoles juridiques. Mon oncle avait une définition malheureusement large de documents importants. Ah, et sa bibliothèque, je suppose, faisait partie du don pour la vente de restauration? Une lueur passa sur son visage, de l'amusement peut-être, ou de l'irritation. En effet, j'ai pourtant insisté pour les relire au préalable. Il ne restait rien de sensible, à moins que les dames d'église ne trouvent le latin médiéval trop posé. L'expression de Miss Marple était douce.
Tout à fait. Un volume en particulier m'intriguait. Vert avec des gaufrages dorés. Tirage privé. Miss Calthorpe en a parlé, je crois. Il cligna des yeux. Je crains de ne pouvoir rien faire. Ça ne me dit rien. Elle n'insista pas. Vous connaissiez mademoiselle Calthorpe, bien sûr. En passant, elle était consciencieuse, un peu trop zélée peut-être, et elle est morte juste au moment où les livres étaient en train d'être triés. Il serait dit, sous-entends-tu que j'ai quelque chose à voir avec ça? Certainement pas. Seulement les personnes dotées d'une bonne mémoire se souviennent parfois des mauvaises choses, ou des bonnes, de manière inopportune. Sa bouche se serra. Si vous avez d'autres questions, vous devriez peut-être les adresser aux autorités. Bien sûr, dit-elle en se levant. Mais sachez, monsieur Aldrich, que parfois les vieux scandales ont tendance à s'infiltrer. Et ceux qui ont le plus hâte de les enterrer sont souvent ceux qui ont encore quelque chose à perdre. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur les chaumières et que la pluie cessait enfin, Miss Marple alluma sa lampe de chevet et ouvrit son carnet. Sur la première page, elle inscrivit 3 noms. 1. Mademoiselle Hartnell, au courant de l'existence du livre, fidèle mais perturbée. 2. Cyril Aldrich, motif obscur, nie toute connaissance, semble avoir répété. 3. Dorothea Calthorpe. J'ai trouvé quelque chose de dangereux. J'ai essayé d'avertir quelqu'un. Elle marqua une pause et ajouta une 4e phrase. 4. Inconnu, a retiré le livre vert, présent sur les lieux, en sait plus. Dehors, le hibou cria une fois depuis le clocher de l'église. Miss Marple jeta un coup d'œil vers le feu, les yeux pensifs. La vérité, sentait-elle, était proche. Mais comme une lettre glissée entre les pages, elle attendait que les bonnes mains l'ouvrent. Le lendemain, le soleil éclatant de fin de printemps après la pluie se leva. La brume s'était dissipée, révélant les champs au-delà de Great Barton dans leur étendue verdoyante et lumineuse. Les oiseaux chantaient plus bruyamment, plus gaiement, et même le lierre du vieux mur de l'église semblait scintiller plus intensément sous la lumière. Mais la joie ne parvint pas à atteindre le cœur de ceux qui connaissaient Dorothea Calthorpe. Sa mort soudaine demeura la note dominante de la paisible symphonie de la vie quotidienne du village. Ce matin-là, Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, aiguilles à tricoter à la main, mais l'attention visiblement ailleurs. Le motif, une série complexe de torsades, avançait lentement, s'interrompant souvent lorsque son esprit s'égarait. Sur ses genoux se trouvait un journal plié en 2 où était imprimée une courte phrase « Mademoiselle Dorothea Calthorpe de Vine Cottage est décédée paisiblement lors de la vente de livres de printemps. Bibliothécaire de longue date et membre apprécié du Women's Institute, paisiblement. » Les lèvres de Miss Marple se pincèrent légèrement. À 9h30 précises, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et trouva le révérend Mulliner, vêtu de son habituel pardessus sombre, son col clérical impeccable comme toujours, malgré une expression inhabituellement grave. « Mademoiselle Marple, » dit-il en inclinant la tête pour la saluer discrètement. « Puis-je vous dire un mot? Mais bien sûr, révérend, entrez. Je crois que la bouilloire vient de bouillir. » Ils s'installèrent dans le salon avec du thé et des biscuits, simples, bien que le vicaire refusât toute boisson, sauf une gorgée. Il se pencha en avant, les mains jointes comme pour prier. « Vous connaissiez bien mademoiselle Calthorpe, je crois, » dit-il. « Peut-être pas intimement, mais vous l'observiez. »« Je l'ai fait. C'était une femme qui portait son devoir comme une seconde peau, douloureusement réservée et pourtant profondément fidèle à l'idée de justice. » Le révérend hocha la tête, les sourcils froncés. « Je pose la question parce que, eh bien, il y a eu un changement. Un changement que j'ai du mal à aborder ouvertement, même si je crois que vous êtes la personne la mieux placée pour m'adresser à lui. » Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement une vieille astuce qui incitait souvent les gens à combler le silence plutôt qu'à le laisser en suspens. Mulliner expira. « Ce matin, je parcourais les documents paroissiaux, ceux
auquel mademoiselle Calthorpe avait accès, bien sûr, et j'ai découvert quelque chose d'étrange, un encart dans le registre. Il ne faisait partie d'aucun registre officiel de l'Église. Il était coincé entre les pages du registre de la sacristie datant des années 1880. Il fouilla dans son manteau et déplia soigneusement un petit document semblable à du parchemin. Il le posa sur la table entre eux. Miss Marple ajusta ses lunettes et l'examina. Le papier était cassant, visiblement vieux, mais l'encre était encore lisible. C'était une lettre courte non signée, mais le sous-entendu était clair. À qui de droit? La vérité sur l'héritage ne réside pas dans le testament, mais dans l'accord conclu la veille. Si jamais le nom d'Aldrich contestait l'affaire, cette note et les aveux qui l'accompagnent seraient plus éloquents que n'importe quel cachet légal. Elle leva les yeux. Il s'agit du domaine Aldrich, n'est-ce pas? Le vicaire hocha la tête, la voix crispée par l'embarras. Mon prédécesseur, le révérend Aldrich, a dû garder cela secret. Peut-être a-t-il jugé préférable de ne pas évoquer d'anciennes rancœurs. Mais Dorothea, je crois, l'a retrouvé récemment et l'a glissé ici, pour le conserver précieusement ou peut-être comme une demande silencieuse de découverte. Miss Marple réfléchit. « Et tu crois que quelqu'un d'autre a découvert qu'elle l'avait? C'est possible. Vine Cottage a toujours été un endroit calme sans être impénétrable, et elle n'était pas du genre à cacher quoi que ce soit. Elle avait une confiance trop aveugle en la sainteté de l'Église. » Miss Marple replia le papier et le lui rendit. « Vous devez vous en occuper, révérend, et vous devez être très sûr de qui s'en chargera ensuite. » Pendant ce temps, l'inspecteur Crail commençait à ressentir l'irritation qui accompagnait souvent les longues enquêtes villageoises. Malgré leur charme, ces lieux gardèrent des secrets comme le lierre. Au brick, il avait effectué une seconde visite à Vine Cottage ce matin-là, accompagné cette fois d'un serrurier et d'un assistant médico-légal du comté. La boîte en bois verrouillée sur le bureau de mademoiselle Calthorpe avait enfin été ouverte. À bas, l'intérieur, ils découvrirent un mince folio de papier, des notes annotées, des bons d'emprunt et une liste intitulée « Livre de provenance douteuse ». Ne circulez pas. Le livre vert, si c'était bien de cela qu'il s'agissait, était répertorié en dernier. Titre « Confession de la 3e heure », auteur anonyme. Peut-être le révérend Marcus Ellery. Statut « Non catalogué ». Ne pas ranger, détruire, sinon réclamer. En dessous, une dernière ligne écrite par Dorothea d'une main ferme et précise, découvert parmi les documents de la succession d'Aldrich. Reliure inconnue. Objet. Potentiellement diffamatoire. Crail tendit la page au gendarme Drake, son expression indéchiffrable. Elle essayait de protéger quelqu'un, a-t-il dit, ou de le démasquer. Est-ce qu'on informe Cyril Aldrich? Crail fronça les sourcils. Pas encore. Je veux savoir qui a eu accès à cette boîte avant qu'on l'ouvre. Drake s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose, monsieur. Mademoiselle Calthorpe s'est rendue aux archives du comté il y a 2 semaines. Elle a signé sous son nom. Elle a demandé des documents relatifs au litige successoral de 1892 concernant Aldrich House. Les yeux de Crail se plissèrent. Un timing intéressant et une lecture curieuse pour une bibliothécaire à la retraite. De retour au village, Miss Marple rendit une fois de plus visite à Lavinia Prowse. Cette fois non pas dans le cimetière, mais dans son petit cottage couvert de vignes, près du bord du chemin. Lavinia l'a accueillie avec un pot de thé à la camomille et une assiette de biscuits à l'avoine. « J'ai réfléchi, » commença doucement Miss Marple, « à ce que vous avez dit, à l'ancienne histoire d'amour de Dorothea. » Le jeune érudit. Lavinia hocha la tête. « Oui, un type plutôt charmant mais peu fiable. Ça s'est mal terminé. Vous souviendriez-vous de son nom ?» Lavinia marqua une pause, fronçant les sourcils. « C'était inhabituel. Stratton? Non, Stratford. Edmund Stratford, je crois. Il a enseigné brièvement à l'université. La philosophie, je crois. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Et diriez-vous qu'il a quitté le village pour de bon? » « Oh, oui.
J'ai entendu des rumeurs, des années plus tard, selon lesquelles il serait revenu sous un autre... Non, sa famille avait des liens avec Aldrich House, des cousins éloignés. On disait qu'il était revenu discrètement après la guerre, travaillant comme secrétaire ou assistant pour le père de Cyril Aldrich. La tasse de thé de Miss Marple s'immobilisa en plein vol. C'est très curieux. Et Dorothea le savait-elle? Je le soupçonne, dit lentement Lavinia. Il y avait toujours quelque chose d'inachevé dans son regard. Un regard qu'on attendrait de quelqu'un qui attend une confession. Miss Marple se rassit, les yeux plissés par ses pensées. Une confession. Oui. Peut-être pas simplement trouvée dans un livre, mais recherchée auprès d'un homme qui la devait. Au crépuscule, Miss Marple se tenait de nouveau devant la porte de la sacristie de Sainte Mildred, contemplant pensivement le bloc de pierre où Dorothea s'était effondrée. La pluie avait effacé les légères traces laissées par la foule, mais un détail demeurait clair. Le coin délogé du tapis de la sacristie n'avait jamais été remis en place. Elle s'agenouilla et l'examina, ses doigts appuyant légèrement sur le tissu usé. En dessous, à peine visible, se trouvait une légère éraflure dans le bois, une empreinte de pas partiel. Trop petite pour Cyril Aldrich, trop fine pour le révérend Mulliner, mais elle correspondait aux chaussures de marche à semelles souples portées, se souvenait-elle maintenant, par une autre personne présente. Dans le hall ce jour-là, Mademoiselle Hartnell. Miss Marple rentra chez elle et alluma une petite lampe près de son bureau. Elle rouvrit son carnet et d'une main ferme ajouta un autre nom. 5. Mademoiselle Hartnell. Dernière personne connue à avoir vu le livre vert, elle en sait plus qu'elle ne l'avoue. Motif possible, protection ou culpabilité. Elle referma le carnet, le visage calme mais pensif. La vérité remontait à la surface mais pas entièrement. Pas encore. Quelque part dans les replis de ce village, sous les regrets exprimés à voix basse et les trahisons à moitié oubliées, quelqu'un observait et, en attente. Le lendemain matin, le village de Great Barton avait retrouvé en apparence son rythme habituel. La cloche de la boulangerie sonnait joyeusement, tandis que Madame Prose récupérait son pain de seigle, et les enfants se poursuivaient à travers la verdure, leur rire résonnant près de la mare aux canards. Mais derrière les rideaux de dentelle et par-dessus les poteaux de clôture, des voix douces s'attardaient encore sur le sujet de Dorothea Calthorpe. Sa mort, le murmure d'un livre et la vague et troublante impression que quelque chose clochait. Miss Marple, bien que gracieuse et chaleureuse envers tous ceux qui franchissaient le portail de son jardin, était moins préoccupée par ses salutations matinales que par l'enveloppe non ouverte qu'elle tenait dans sa main gantée. Elle était arrivée par la poste sans adresse de retour, juste une ligne imprimée dans une élégante écriture à l'ancienne. Pour votre discrétion, Miss Marple. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, sans en-tête, sans signature. Juste une liste. E. Stratford, Oxford, 1910-1913. Assistant de R. Aldrich, 1927-1934. Requête légale. Litige relatif à l'héritage d'Aldrich, scellé, 1935. Inscription révoquée. Registre du diocèse d'Ely, 1936. La dernière ligne avait été soulignée 2 fois. Inapte à administrer les ordres sacrés, raison non divulguée. Miss Marple le lut 3 fois. Elle le plia soigneusement et le glissa dans une pochette en lin, qu'elle utilisait pour ce genre de choses. Bribes de preuves, notes curieuses, pièces de puzzle à moitié formées. Puis, elle serra plus fort son châle autour de ses épaules et partit pour le presbytère. Le révérend Mulliner était dans son bureau, sirotant une tasse en porcelaine et contemplant le jardin du presbytère où un treillis de rosiers envahissants était penché de travers. Il leva les yeux lorsque Miss Marple fut introduite et désigna d'un geste le siège en face de son bureau. D'autres développements, Miss Marple? Il n'y a que des lignes à relier, dit-elle simplement. Sauriez-vous, par hasard, qui avait le pouvoir de révoquer les titres de prêtre dans les années 1930? Le révérend plissa les yeux.
Le conseil diocésain aurait été impliqué, et selon la raison, manquement moral, déviation doctrinale, problème juridique, il aurait aussi pu être nécessaire de sceller les archives. Miss Marple lui tendit le mot. Il le lut en silence, les sourcils froncés. « Edmund Stratford » murmura-t-il. « Il a disparu de la scène publique à la fin des années 30. On a vaguement évoqué un scandale, et cela confirme qu'il était autrefois lié à la succession d'Aldrich. En effet, en tant que secrétaire de Richard Aldrich, le père de Cyril, et peut-être même plus, le révérend Mulliner plia lentement le billet. « Vous pensez que Dorothea a découvert ça ?»« Je crois qu'elle s'en doutait depuis longtemps, » dit Miss Marple en se levant, « mais ce n'est que récemment qu'elle a trouvé des preuves. Des preuves qui pourraient relier Stratford non seulement au litige successoral, mais aussi à une fausse déclaration. Et peut-être, bien que cela reste une conjecture, à une confession enregistrée, puis détruite ou cachée. Pensez-vous qu'il soit encore en vie ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je pense plutôt qu'il a changé de nom, reconstruit sa vie. Peut-être même est-il resté dans le cercle des personnes impliquées. La culpabilité a une étrange gravité, révérend. » Alors qu'elle se retournait pour partir, le vicaire lui posa la main sur le bras. « Jane, dit-il doucement, sois prudente. Quand les péchés du passé sont menacés par la lumière, les gens agissent parfois avec désespoir. » Pendant ce temps, l'inspecteur Crail se tenait dans la bibliothèque du village, fraîchement rouverte après la vente de livres, mais l'atmosphère était tamisée. Des grains de poussière scintillaient dans la lumière matinale qui filtrait à travers les vitraux. Les étagères avaient été réorganisées. Les étiquettes avaient été réécrites de la main droite de mademoiselle Hartnell. Il parlait maintenant avec Miss Hartnell, son carnet ouvert, d'un ton formel. « Vous avez été le dernier à voir mademoiselle Calthorpe le matin de sa mort, hormis les quelques bénévoles présents à la salle paroissiale. Vous avez dit qu'elle était perturbée ce jour-là. » Les doigts de mademoiselle Hartnell se recroquevillèrent légèrement sur le bureau. « Oui, elle était distraite, marmonnant à propos d'une liste à vérifier. Elle a mentionné un livre mal classé, un livre qu'elle pensait avoir été placé là. Délibérément. Et elle t'a dit le titre ? Non, non, dit-elle doucement. Mais elle semblait alarmée, pas effrayée précisément. Plutôt quelqu'un sur le point de prendre une décision avec laquelle il n'était pas sûr de pouvoir vivre. Crail l'observa attentivement. « A-t-elle mentionné Cyril Aldrich ?» Mademoiselle Hartnell hésita, juste pour dire qu'il s'était renseigné sur certains dons. Mais elle n'avait pas confiance en ses intentions. Elle avait peur, je pense, non pas de lui, mais de ce qu'il savait peut-être déjà. Crail tapota son carnet avec son stylo. « Mademoiselle Hartnell, y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas ?» Il y eut un long silence. Puis, presque dans un murmure, « J'ai déplacé le livre. » Il s'arrêta d'écrire. « Pardon ?» J'ai pris le livre vert à côté d'elle. Après sa chute. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Je l'ai vu s'effondrer. Et puis j'ai vu le livre. Je l'ai reconnu grâce à un mot qu'elle m'avait montré des semaines plus tôt. Elle m'avait prévenu qu'il contenait quelque chose de dangereux. Elle ne m'avait pas expliqué quoi, juste que cela rappellerait au village ce qu'il avait choisi d'oublier. Alors je l'ai caché. Où ? Dans les archives de la bibliothèque. Tiroir verrouillé. Alors tu l'as toujours ? Les mains de mademoiselle Hartnell tremblaient. Non, je suis allé le récupérer hier. Il avait disparu. À Rose Cottage, Miss Marple était de nouveau assise à son tricot, mais son attention était désormais portée sur le motif torsadé. Elle était plongée dans ses pensées lorsqu'on frappa à la porte, cette fois légèrement et timidement. C'était Prudence Weatherby. « Je reviens du Green, » dit-elle essoufflée, « et vous n'allez pas croire ce que j'ai entendu de la jeune. Rosie Brent à la poste. Elle a dit qu'un homme avait été aperçu à Vine Cottage, un homme grand, d'un certain âge, aux cheveux argentés. Il est entré directement dans le jardin juste après le crépuscule hier soir. Personne ne l'a vu partir. » Miss Marple posa son tricot. « C'est curieux. Et en plus, » poursuivit Prudence en baissant la voix, « Rosie a dit qu'elle pensait
qu'il correspondait à la description de la vieille photo que Dorothea gardait sur son bureau. « Tu sais, celle-là? Elle et sa sœur, avec l'homme entre elles. Dorothea ne l'a jamais nommée. » Miss Marple repensa à la photo encadrée de Vine Cottage. Elle avait supposé, jusqu'à présent, que l'homme était un cousin ou peut-être un ami de la famille. Mais si ça avait été Edmund Stratford, puis quelque chose de longtemps enfoui était revenu. Et quelqu'un, peut-être Stratford lui-même, était venu récupérer ce qui était autrefois caché. Ce soir-là, Miss Marple se rendit seule à Vine Cottage. Le crépuscule était violet et or, l'air chargé de chèvrefeuilles. Le portail grinça doucement lorsqu'elle entra, et elle s'arrêta pour écouter. Aucun mouvement, aucun chant d'oiseau, seul le léger bruissement du vent contre le lierre. Elle se dirigea vers le jardin, où un banc de pierre en ruine reposait sous un vieil if. Quelques empreintes de pas étaient à peine visibles dans le sol. Sur le banc, soigneusement lesté sous une pierre lisse, reposait un morceau de papier plié. Miss Marple l'a soulevé. La vérité est enterrée chez le mauvais homme, mais elle ne doit pas y rester. Cherchez le journal dans le registre du vicaire. Sous la confession se cache quelque chose de plus ancien. Elle l'a lu 2 fois, puis elle l'a plié dans sa poche. Il manquait encore des éléments. Un journal. Une seconde confession? Un homme revenu après des décennies dans l'ombre. Mais maintenant le modèle commençait à se former. Quelqu'un avait menti pour préserver son nom. Un autre était mort en protégeant la vérité. Et Miss Marple, comme toujours, savait que même les vies les plus silencieuses laissèrent derrière elles des échos, si seulement l'on savait écouter. Le lendemain matin était calme et sans nuages. Pourtant, Great Barton ne semblait pas plus paisible que depuis la mort prématurée de Miss Calthorpe. Le chant des oiseaux était vif, la brise légère, mais un silence persistait entre les chaumières et les haies, une sorte de retenue collective. Des murmures concernant la mystérieuse silhouette aperçue devant Vine Cottage commençaient à se propager dans les rues habituelles du village. L'étal de fleurs du marché, la ronde de cirage des bancs à Saint Mildred, le rond-point du pont du mardi. À Rose Cottage, Miss Marple ajouta le mot trouvé sur le banc de pierre, à sa poille. Bourse en lin désormais chargé de fragments, d'un poids satisfaisant. Puis avec un calme délibéré, elle retourna voir le révérend Mulliner, cette fois avec l'intention de lui demander, et non de lui suggérer, ce qu'elle soupçonnait déjà. Le vicaire l'a reçu de nouveau dans son bureau, bien que son attitude ait changé depuis leur dernière rencontre. Il paraissait plus réservé, moins à l'aise dans son col clérical que d'habitude, et ne cessait de consulter le registre sur son bureau. « Mademoiselle Marple », dit-il en se levant à moitié. « Je suppose que cette visite a un rapport avec Vine Cottage, encore ?»« En effet, » répondit-elle d'un ton égal. « Vous avez mentionné précédemment que Dorothea Calthorpe avait glissé quelque chose dans le registre de la sacristie, une note non signée concernant l'héritage d'Aldrich. Puis-je vous demander, avez-vous examiné la reliure depuis ?» Il cligna des yeux. « La reliure ? Oui, » dit-elle en s'avançant. « La couture entre les entrées de 1887 et 1888 semblait légèrement surélevée la dernière fois que j'ai consulté le registre avec vous, comme s'il avait été altéré, inséré ou réparé. Et le parchemin utilisé pour cette lettre anonyme ne correspondait pas aux autres, vous l'avez dit vous-même. » Les épaules du révérend Mulliner se raidirent. « Mademoiselle Marple, j'apprécie votre rigueur, mais n'oublions pas que nous sommes dans la maison de Dieu. Et sûrement, répondit-elle doucement, il n'est pas dans l'intérêt de Dieu de garder des secrets qui ont déjà coûté une vie. » Le vicaire marqua une pause, expira et acquiesça enfin. « Viens, je vais te montrer. » Dans l'ombre silencieuse de la sacristie, l'air embaumait une légère odeur de cire et de vieux papier. Mulliner sortit le lourd registre de l'armoire, verrouillé, et le posa délicatement sur la table. Il l'ouvrit à la section marquée. Entre les inscriptions pour les dons de récolte et les actes de baptême, la reliure avait bel et bien été recousue.
Il sortit un coupe-papier et d'une main hésitante le glissa délicatement sous la couture intérieure. Miss Marple regardait avec un calme qui masquait une concentration intense. Un fin livret relié en lin émergea de sous la couture centrale, si habilement dissimulé qu'il aurait pu passer inaperçu pendant des décennies. Mulliner le déposa délicatement sur la table. Sa couverture ne portait aucun titre, mais à l'intérieur se trouvèrent des pages soigneusement ancrées d'une écriture arachnéenne, presque torturée. Ils lisent les premières lignes en silence. Je, sous-signé, avoue que le testament présenté dans l'affaire Richard Aldrich 1891 a été rédigé sous la contrainte. Les termes ont été réécrits la veille de son décès de ma propre main, à son insistance, et sous le témoin d'Edmund Stratford, qui avait des raisons de s'assurer que son nom ne soit pas mentionné publiquement. Le testament original favorisait un parent éloigné, connu pour avoir un droit légitime par la lignée maternelle. Je regrette ma complicité et crains que la vérité ne soit jamais connue. Il a été signé, Révet, Marcus Ellery. Miss Marple ne dit rien pendant un moment, puis ferma lentement le livret. Un testament falsifié, une dissimulation, et un homme qui n'a jamais voulu que son nom soit associé à un scandale. Mulliner resta assis lourdement, et cela resta caché, probablement par crainte de ce que cela pourrait détruire. Le nom d'Aldrich, la stabilité du presbytère, peut-être même sa propre réputation. Mais Dorothea l'a trouvé, dit Miss Marple. Elle a dû venir ici, peut-être souvent, on lui faisait confiance. Elle a trouvé l'insertion, et puis elle s'est mise à la recherche de l'homme dont le nom avait été si soigneusement caché. C'est Stratford. Oui, dit Miss Marple, ou plutôt l'homme qui fut autrefois Stratford, car je crois qu'il n'a jamais vraiment quitté Great Barton. Le vicaire fronça les sourcils. Tu crois qu'il est resté ici, pendant des décennies, et caché à la vue de tous, dit-elle doucement, sous un nouveau nom, peut-être au service de la famille même que sa signature contribuait à protéger. Quel meilleur endroit pour observer les conséquences de ses actes, la culpabilité à sa propre logique. Cet après-midi-là, l'inspecteur Crail s'assit de nouveau en face de Cyril Aldrich, cette fois dans le salon de Primrose Gate. La pièce était fraîche, tapissée d'imprimés militaires et imprégnée d'une odeur de tabac à pipe. Crail tapota l'accoudoir de son stylo, observant Aldrich d'un regard aiguisé par ses nouvelles connaissances. « Vous saviez, dit Crail, que le testament de votre père avait été contesté. » Cyril leva légèrement le menton. « Oui, un cousin a porté plainte. Elle a été rejetée. Il a été scellé, dit Crail, et non rejeté. Et maintenant il semble qu'un second document existe peut-être, une confession rédigée par un ecclésiastique, suggérant que le testament original était un faux, une pose. Je n'en ai aucune connaissance. » Crail eut un léger sourire. « Mais vous auriez eu des raisons de le cacher, tout comme votre père, tout comme quiconque aurait bénéficié d'un héritage frauduleux. Je trouve cette ligne de questionnement offensante. » Crail se leva. « Bien, alors vous accepterez de fournir la liste des employés de votre père dans les années 1930, en particulier les commis, secrétaires et assistants personnels. » Les yeux de Cyril lancèrent des éclairs. « Tu crois que j'ai assassiné une bibliothécaire pour un document familial? »« Je crois, dit Crail, que quelqu'un a retiré un livre d'un cadavre et s'en est débarrassé avec suffisamment de hâte pour indiquer qu'il connaissait déjà son importance. Que ce soit vous ou quelqu'un de fidèle à votre nom, cela reste à voir. » Ce soir-là, alors que la lumière baissait et que les allumeurs de réverbères passaient sur la place du village, Mademoiselle Marple assista à la réunion de l'Institut des femmes dans la salle paroissiale. L'assemblée était plus calme que d'habitude, l'insistance était discrète, le thé servi sans les rires habituels. Mais elle n'était pas venue pour les minutes sous le plateau de Battenberg, mais pour un mot avec Mademoiselle Hartnell. Une fois la réunion terminée, elle a emmené la bibliothécaire à l'écart dans la petite salle de lecture, où de vieux recueils de cantiques étaient disposés en rangées bien rangées. « Mademoiselle Hartnell, dit-elle, vous connaissiez Dorothea mieux que quiconque.
Le visage de la femme resta impassible, mais sa voix tremblait légèrement. « Je suppose que oui. Vous saviez qu'elle avait découvert quelque chose. Vous l'avez même aidé à l'interpréter, peut-être. Ses notes le suggèrent. » Les épaules de mademoiselle Hartnell s'affaissèrent. Elle avait peur, pas pour elle-même, précisément, mais pour les conséquences sur le village. Elle disait que cela déracinerait un très vieil arbre. Elle parlait de l'héritage d'Aldrich, dit doucement Miss Marple. Mais les racines étaient plus profondes. L'homme qu'elle aimait autrefois était au cœur de tout cela, n'est-ce pas? Il y eut un long silence. Puis, doucement, « Oui, elle ne l'a jamais nommé, mais je le savais. Edmund Stratford. Il lui avait brisé le cœur, et elle ne s'est jamais pardonné d'avoir gardé son secret à la mort de sa sœur. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et vous avez essayé de protéger son héritage, dit-elle, en cachant le livre. Je pensais que ça lui cacherait la mémoire. Mais quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un qui ne voulait pas que ça remonte à la surface. Et cette personne, murmura Miss Marple, était probablement là le jour de sa mort. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise seule près de son feu, la petite bourse en lin ouverte à côté d'elle. Elle en déploya le contenu. Le mot non signé, la liste des positions de Stratford, le livret de confession, la fiche de bibliothèque de la vente, et maintenant une coupure de presse fraîche tirée d'une vieille revue, horaire de l'église enterrée, dans ses propres archives. La nécrologie disait « Le révérend Marcus Ellery, connu pour ses nombreux écrits ecclésiastiques, est décédé en 1940. Il était étroitement lié à Richard Aldrich, ancien magistrat de Barton, et a servi pendant un temps sous la direction de son aumônier. Il laisse dans le deuil son assistant, Edward Markham. » Miss Marple resta assise, très immobile. Markham pas Stratford. Et pourtant, Jilly Markham n'avait-elle pas parlé un jour d'un cousin solitaire et réservé, d'un vieil homme boiteux et riche en livres? Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. L'homme qui aurait pu être Stratford n'avait pas disparu. Il avait changé de nom et vécu tranquillement parmi eux. Regardez, en attendant, et peut-être agir, une fois que la vérité a menacé, d'émerger. Le lendemain matin de sa discrète révélation au coin du feu, Miss Marple se leva avec une étrange sérénité, comme si la brume qui lui avait voilé la vue du village s'était suffisamment dissipée pour révéler les contours d'une vérité longtemps enfouie. Elle se déplaçait dans sa chaumière avec une économie de moyens. Elle mettait sa bouilloire à bouillir, nourrissait le chat d'un murmure affectueux et rangeait un mouchoir en lin dans son sac à main d'un mouvement précis du poignet. À 9 heures, elle marchait sur la route qui menait à l'extrémité est du village, longeait les chaumières d'Old Barn Lane et se dirigeait vers une maison trapue en briques nichées derrière une haie patinée par les intempéries. La maison, Markham Prum, c'était modeste, plus carré que charmant, plus pratique que pittoresque, mais bien entretenu avec des géraniums qui fleurissaient avec ostentation dans des pots en terre cuite et bréchés sur le rebord de la fenêtre. L'air portait un parfum de pain grillé et de fumée de pipe, mêlé à une légère touche d'encre. Miss Marple s'arrêta devant le portail, lissa le revers de son cardigan et frappa doucement à la porte latérale. Jilly Markham a répondu. Son expression, habituellement animée et rouge d'opinion, se transforma en quelque chose de presque timide lorsqu'elle vit de qui il s'agissait. « Oh, Miss Marple, je ne m'attendais pas à recevoir de la visite aujourd'hui. Je me demandais si je pouvais parler à votre cousin, » dit aimablement Miss Marple. « Juste quelques minutes. Il paraît qu'il reçoit rarement. » Jilly hésita. « Il ne va pas bien. Je ne le dérangerai pas longtemps. » Un silence planait entre eux, tendu et tremblant. Puis Jilly recula et tint la porte ouverte. « Viens alors. Il est dans le bureau. Il n'en sort jamais, vraiment. » Le bureau était une pièce sombre, tapissée de livres, protégée par des rideaux contre le soleil matinal. L'odeur du papier et de l'encre, et quelque chose d'encore plus ancien, comme la pourriture molle des objets oubliés,
régnait. Dans un fauteuil de cuir usé, près du feu, était assis un homme qu'on aurait facilement pris pour un érudit d'un certain âge. Cheveux argentés, maigres jusqu'à la fragilité, yeux mi-clos et mains repliées sur l'accoudoir, dans une posture de repos attentif. Il tourna la tête lorsque Miss Marple entra. Un œil était voilé par l'âge, l'autre d'un bleu intense. « Mademoiselle Jane Marple, » dit-il doucement. « Enfin. » Elle inclina la tête. « Alors tu sais qui je suis. »« Je vous connais, c'est sûr, » murmura-t-il. « Bien avant que ce village ne reconnaisse votre talent pour découvrir des choses qu'il valait mieux laisser enfouies. » Elle s'assit en face de lui. Jilly ferma la porte derrière eux, les laissant seuls. « Je suis venu, » dit Miss Marple, « pour parler de Dorothea Calthorpe, du livre vert qu'elle a découvert, et de vous. » Les doigts du vieil homme tapotèrent légèrement le cuir. « Et quel nom utiliserez-vous? Stratford? Markham? » « La vérité, » dit-elle doucement, « a le don de trouver des noms. Je crois qu'Edmund Stratford était autrefois un jeune érudit prometteur, tombé en disgrâce. Je crois aussi qu'Edward Markham, l'homme qui émergea quelques années plus tard et s'installa tranquillement ici, lui ressemblait étrangement. » Silence. Puis un soupir. « Dorothea a toujours été intelligente, » dit-il. Elle voyait ce que personne d'autre ne voyait, même quand j'essayais de devenir quelqu'un d'autre. Elle t'aimait, dit Miss Marple, ou plus exactement, elle aimait ce que tu étais avant de devenir quelqu'un d'autre. Et je crois que tu l'aimais aussi. Je l'ai fait, murmura-t-il, mais c'était trop tard. Sa sœur Judith ne m'a jamais pardonné. Elle pensait que j'avais utilisé Dorothea, et peut-être l'ai-je fait. J'étais désespéré. Partagé, entre l'ambition et la honte. Vous avez assisté à la rédaction du testament de Richard Aldrich. Il ne l'a pas nié. Et puis, a poursuivi Miss Marple, lorsque le révérend Ellery a tenté de se racheter en enregistrant ses aveux, vous l'avez aidé à les cacher. Vous craignez que votre signature sur un tel document ne fasse scandale. Mon nom était déjà empoisonné à ce moment-là, murmura-t-il. On m'avait accusé d'inconvenance, injustement, même si cela n'a plus d'importance aujourd'hui. J'ai été démis de mes fonctions. Ma famille m'a renié. Aldrich a eu pitié de moi et m'a laissé rester, mais à condition que je disparaisse. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai retrouvé Dorothea ici des décennies plus tard. Nous n'en avons jamais parlé. Elle n'a jamais posé de questions, mais elle savait. Elle a trouvé les aveux, dit Miss Marple, et elle a commencé à vous poser des questions. Peut-être pas directement, mais elle comptait en faire quelque chose. Markham serra les dents. Elle allait tout révéler. Elle pensait que la vérité avait assez attendu. Et tu as essayé de l'arrêter? Il la regarda longuement et intensément. Non, dit-il finalement, mais quelqu'un l'a fait. Plus tard dans la journée, Miss Marple était assise avec l'inspecteur Crail au Dove and Thistle, où elle avait demandé à discuter en privé dans l'un des box du Font. La pièce sentait légèrement la bière et le cirage, et le carnet de Crail était déjà à moitié rempli d'une sténographie soignée. « Edward Markham, dit-elle, anciennement Edmund Stratford. Il reconnaît avoir été témoin du testament. Il nie toute implication dans la mort de mademoiselle Calthorpe. Et je le crois. » Crail haussa un sourcil. « Pardonnez-moi, Miss Marple, mais cet homme a toutes les raisons de mentir. »« Oui, dit-elle, mais je ne pense pas qu'il mente. Il porte le fardeau de ce qu'il a fait, de ce qu'il était, depuis des décennies. La culpabilité fait trembler les gens. Mais elle ne les incite généralement pas à agir après un tel silence. Non, je crois que le meurtrier est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui risquait de perdre bien plus que son nom. » Crail hocha lentement la tête. « Cyril Aldrich. C'est lui qui a le plus à perdre, certes, mais je ne pense pas qu'il soit impulsif. S'il avait agi, ce ne serait pas de ses propres mains. Un mandataire, alors, ou un serviteur loyal, dit-elle d'une voix douce. Quelqu'un qui protège encore l'héritage de la maison Aldrich, peut-être quelqu'un d'oublié. » Crail se pencha en avant. « Tu as quelqu'un en tête »
Miss Marple se contenta d'un léger sourire. « Pas encore. Mais je commence à écouter plus attentivement qui était où, quand et pourquoi. » Le soir, le ciel s'était à nouveau assombri, et le village était plongé dans le silence. Mademoiselle Hartnell, rentrant tard de la bibliothèque, remarqua une silhouette debout dans le cimetière, immobile, face à la terre fraîchement retournée, de Dorothea Calthorpe. Elle s'arrêta, l'observant derrière la clôture en fer. L'homme ne portait pas de chapeau malgré le froid, et ses épaules semblaient voûtées, non seulement par l'âge, mais par quelque chose de plus lourd encore. Elle fit un pas en avant. « Monsieur Markham !» Il se retourna, surpris, puis hocha la tête. « Je ne voulais pas déranger, » dit mademoiselle Hartnell. « Seulement, elle me manque aussi. Elle était ma boussole, dit-il, même quand j'avais perdu la carte. » Les yeux de mademoiselle Hartnell se remplirent de larmes. « J'aurais dû en faire plus. Quand j'ai découvert que le livre avait disparu, j'ai eu peur de l'avoir laissé tomber. »« Tu ne l'as pas fait, » dit-il doucement. « Elle savait que tu essayais de la protéger. » Ils restèrent silencieux. Derrière eux, le vent agitait les ifs. Quelque part, une cloche sonna 9 heures, et au plus profond de l'herbe, les racines sous la tombe de Dorothea s'enroulaient à travers la terre, vrille silencieuse d'une histoire toujours inachevée. À Rose Cottage, Miss Marple ouvrit à nouveau son carnet. Sa liste s'était allongée. Edward Markham, le témoin silencieux, pas le tueur. Jilly Markham, proche de la vérité. Peut-être le savait-elle. 8. Mademoiselle Hartnell, loyale mais effrayée. Elle n'a pas agi seule. 9. Quelqu'un d'autre, observait depuis la ligne de touche, a retiré le livre, a bougé librement, a fait confiance. Elle tapota son stylo contre la marge. Il y avait trop d'ombre dans cette sacristie. Trop de pères Dieu surveillent à Dorothée, et une seule main avait volé le livre vert. Elle trouverait cette main, et quand elle le ferait, le passé surgirait, ne serait plus silencieux. Le jour suivant se leva à nouveau gris, comme si le village lui-même n'était pas pressé de sortir de l'emprise lente et enveloppante de l'incertitude. Une fine brume planait sur la verdure, adoucissant les contours et atténuant les couleurs, les buissons, les toits, et même le clocher de Sainte-Mildred. Great Barton semblait endormi, mais dans ses haies et derrière ses fenêtres, un malaise régnait. Miss Marple passa la matinée non pas dans son jardin, comme à son habitude, mais à son bureau. Le carnet était ouvert, flanqué de 2 piles, de papier découpé, l'une contenant des références recueillies au cours de la semaine précédente, l'autre composée de curieuses nécrologies et de coupures de presse datant de plusieurs décennies. Elle avait inscrit un seul nom en haut de la page, Béatrice Philby. Ce nom flottait dans ses pensées depuis un certain temps, jamais central, jamais dominant, mais omniprésent, tel un roseau sous le courant. Béatrice était, en apparence, totalement marginale, franche, suffisante, du genre à se vanter de connaître les affaires de chacun, mais rarement impliquée dans des affaires plus profondes que la réunion suivante du comité. Mais c'est précisément pour cela que Miss Marple s'en rendit compte. Béatrice Philby était toujours là, elle avait assisté à la vente de livres, près du couloir de la sacristie. Elle avait été la première à commenter la soudaineté du décès de mademoiselle Calthorpe. Elle avait assisté à la réunion de restauration d'Aldrich en mars, et curieusement, elle avait autrefois servi, bien que peu de gens s'en souviennent, comme gouvernante à Aldrich House dans les années 1960, à l'époque où Edward Markham était encore en train d'établir sa discrète réinvention. Miss Marple se leva et ajusta son cardigan. Une visite s'imposait. Béatrice Philby habitait un cottage soigné appelé Ivy Reach, l'une des rares maisons de Great Barton à posséder un jardin impeccable et un gratte-botte décoratif près de la porte. Lorsque Miss Marple frappa, elle fut accueillie peu après par Madame Philby en personne, vêtue d'un élégant ensemble chemisier et jupe, un torchon humide à la main. « Mademoiselle Marple, » dit-elle, les yeux légèrement plissés avant de retrouver sa chaleur habituelle. « Entrez,
C'est une matinée épouvantable, n'est-ce pas? Mais au moins, les bégonias s'y plaisent. À l'intérieur, la maison était un véritable temple de l'ordre. Des napperons s'accrochaient à chaque accoudoir, des ornements en laiton brillaient, et le tic-tac d'une horloge de cheminée excessivement bruyante donnait l'illusion d'une maison plus vivante qu'elle ne le paraissait. « J'espère ne pas déranger », dit gentiment Miss Marple en s'installant dans un fauteuil recouvert de chintz. « Pas du tout, pas du tout. C'est un soulagement d'avoir de la compagnie. On déteste. » Tellement être seul avec la radio. Le thé était déjà en train de bouillir. Béatrice était le genre de femme qui se préparait à recevoir de la visite, qu'elle vienne ou non. Et Miss Marple le sirota lentement, ses yeux parcourant la pièce, tandis qu'elle engageait, avec son hôtesse, une conversation banale sur l'Institut des femmes, l'état de l'orgue du presbytère et le prix des œufs chez le boucher. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a changé la conversation. « Vous étiez très proche de la famille Aldrich, n'est-ce pas ?» Béatrice cligna des yeux. « Proche? Oh, je ne dirais pas, ferme j'y ai travaillé il y a des années. Femme de ménage. C'était un travail plutôt correct, même si M. Richard Aldrich, le père de Cyril, n'était pas un homme facile. Il ne se souciait pas des limites. Il parlait toujours d'héritage et devoir. J'étais content de le laisser derrière moi, à vrai dire. Et Edward Markham, il était secrétaire à l'époque, n'est-ce pas? Une lueur, à peine visible. Mais Miss Marple l'a vu. Oui, répondit Béatrice. Un homme discret, toujours en train de griffonner, pas du genre à discuter. Il est parti après la mort d'Aldrich. Un peu mystérieux, celui-là. Gilly n'a jamais beaucoup parlé de lui. Miss Marple remua son thé. Vous savez, je me suis souvent dit combien il est remarquable que des documents comme ceux découverts par Dorothea aient un survécu. On pourrait s'attendre à ce que quelqu'un, n'importe qui impliqué, ait pris des mesures pour les détruire depuis longtemps. Béatrice pinça les lèvres. Eh bien, c'est ça le problème avec les vieilles. Famille, l'orgueil. Elles enterrent tout dans une boîte, font comme si de rien n'était. Et puis elles meurent, et la boîte attend toujours. Ou peut-être que quelqu'un a décidé qu'il était temps d'ouvrir la boîte, dit Miss Marple d'un ton léger. Béatrice la regarda d'un air sévère. « Que proposes-tu » ? Que mademoiselle Calthorpe n'est pas morte de cause naturelle, que le livre qu'elle possédait a été volontairement retiré, et que seule une personne ayant manipulé cette boîte, quelqu'un qui savait précisément ce qu'elle contenait, aurait eu la motivation et les connaissances nécessaires pour agir rapidement. Il y eut un silence. L'horloge fit 2 tic-tac. Puis Béatrice se leva brusquement. « Je crois, dit-elle, que le thé est bien assez pour aujourd'hui, Miss Marple. Je n'apprécie pas les accusations. »« Non, j'ose dire, » dit doucement Miss Marple en se levant, « mais la vérité a toujours une certaine persistance. » Cet après-midi-là, Miss Marple rendit discrètement visite à l'inspecteur Crail, au bureau temporaire du commissariat, installé pour la durée de l'enquête dans la salle de lecture désaffectée du presbytère. Il la reçut d'un bref hochement de tête et d'un carnet ouvert. « J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, » dit-elle. « Un lien. » Et elle l'a expliqué clairement. « Combien de personnes, » demanda-t-elle, « savaient que le registre de la sacristie contenait autre chose que des registres? Combien ont eu l'occasion et la connaissance de l'ouvrir, de le refermer et d'en retirer quelque chose sans attirer l'attention? » Crail fronça les sourcils. « Révérend Mulliner, peut-être mademoiselle Hartnell. »« Certainement, » acquiesça Miss Marple. « Mais les deux sont mentionnés dans les minutes qui ont suivi la mort de Miss Calthorpe. Le révérend dirigeait une prière et Miss Hartnell triait des dons de fiction. Donc, alors, dit Miss Marple, imaginez quelqu'un qui n'avait aucune raison d'être surveillé, qui passait librement, qui avait les clés à un moment donné, qui travaillait à Aldrich House à l'époque de la dissimulation initiale et qui a peut-être lu les documents elle-même. Quelqu'un dont la loyauté envers le nom Aldrich, bien que publiquement désavouée, reste inébranlable. Quelqu'un qui croyait peut-être que protéger le secret d'un mort était plus important que la justice.
Crail posa son stylo. « Tu dis Béatrice Philby ?»« Je suis. » Crail se pencha en arrière. « Nous n'avons aucune preuve matérielle. Pas encore, mais fouillez sa maison. Soigneusement. Elle a pris le livre vert. Elle pensait qu'il valait mieux le brûler que le lire. Mais je soupçonne qu'elle n'a pas pu se résoudre à le détruire entièrement. Pas sans une dernière lecture. » 2 heures plus tard, un mandat de perquisition fut exécuté. À Ivy Reach, caché derrière les étagères en lin du placard, enveloppé dans une vieille nappe, gisait le livre disparu. Son titre, autrefois élégant en relief doré, était désormais maculé. Mais à l'intérieur, le contenu était intact. Une confession. Un journal. Un récit de la tromperie d'Aldrich. Et à la fin, une page arrachée à la hâte d'un bloc-notes. Elle le sait. Je l'ai entendu parler au vicaire. Si elle rapporte le livre aux autorités, le nom d'Aldrich sera anéanti. Je ne la laisserai pas détruire ce que nous avons protégé toutes ces années. Pas maintenant. Paraphé. BF. Confrontée à cette situation, Béatrice Philby ne pleura pas. Elle ne protesta « Passe ». Elle se contenta de redresser les épaules, lança un regard las à Miss Marple et dit « Je n'aurais jamais voulu en arriver là, mais la loyauté est un fardeau que j'ai porté plus longtemps que je n'aurais dû. » Ce soir-là, alors qu'une douce brise revenait sur Great Barton, Miss Marple était assise dans sa roseraie, son carnet enfin fermé. Le mystère n'était pas encore totalement résolu. L'inspecteur Crail devait encore confirmer des détails, des documents à déceler. Mais le cœur du mystère, la vérité pour laquelle Dorothea était morte, n'était plus enfoui. La justice, Miss Marple le savait, était rarement bruyante. Elle rampait silencieusement, tel le lierre dans la pierre serpentant à travers le passé jusqu'à trouver la lumière. 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte d'Ivy Reach. L'inspecteur Crail avait géré l'affaire avec l'efficacité discrète que Miss Marple appréciait chez les hommes de sa profession, pas de grandes déclarations, pas de jugement hâtif, juste une collecte méthodique de preuves et une maîtrise méticuleuse des ragots. Pourtant, dans un village comme Great Barton où les secrets se propagent plus vite qu'une traînée de poudre et se dissipent sous l'effet de la lumière comme la brume matinale, la nouvelle de l'interpellation de Madame Béatrice Philby ne pouvait être totalement étouffée. « J'ai toujours dit qu'elle aimait trop les affaires des autres », murmura Madame Weatherby à la boulangerie. « C'est une femme intelligente, celle-là, » dit M. Mapps chez le marchand de légumes, « mais l'intelligence sans la gentillesse peut devenir plutôt dangereuse. »« Elle l'a fait pour la famille », insista Lavinia Prowse en secouant la tête d'un air triste. « Les Aldrich étaient de sa vie, elle se considérait comme la dernière gardienne de leur nom. » Et c'était peut-être là, songea Miss Marple, le résumé le plus précis de tous. Mais la justice, elle le savait, n'apportait pas la paix. Pas immédiatement. Après la confession de Béatrice et la récupération du livre vert, un silence délicat s'installa sur le village. Pas le silence. Non, cela aurait signifié une absence. Ce silence était chargé de poids, de souvenirs, de la longue suite des conséquences. Miss Marple le ressentit plus vivement sur la tombe de Dorothea, Calthorpe, où elle se tenait maintenant à côté d'une modeste composition de lys qu'elle avait apportée elle-même. L'air était frais et calme. Un petit rouge-gorge sautillait entre les pierres, s'arrêtant de temps à autre pour incliner la tête vers elle, visiblement curieux. Elle pensait agir seule, murmura doucement Miss Marple, presque comme si elle s'adressait au rouge-gorge. Mais en vérité, ce n'était pas le cas. Elle vous avait, Miss Hartnell. Elle avait Edward, même de loin, et maintenant, elle nous a tous. Il y eut un bruissement de pas derrière elle. Edward Markham, autrefois Edmund Stratford, se tenait à quelques pas, son manteau soigneusement boutonné, un chapeau à la main. Il s'approcha sans un mot, s'arrêtant près d'elle avec la lenteur et la réflexion d'un homme qui avait repensé à ce moment dans l'intimité de ses pensées un nombre incalculable de fois. « Elle est venue me voir, »
Et dit-il finalement, une seule fois, quelques semaines avant sa mort, elle m'a posé des questions sur le testament. Pas directement, bien sûr. Elle était toujours subtile, mais elle a dit quelque chose sur le fait que le passé ne restait pas enfoui, et j'ai su alors qu'elle l'avait trouvé. Miss Marple hocha la tête. Elle était courageuse, ajouta-t-il. Plus courageuse que moi. J'ai passé des décennies à faire comme si je n'y étais pour rien. Ce silence était une rédemption, mais le silence n'est jamais qu'une lâcheté déguisée. Elle ne t'en voulait pas, dit doucement Miss Marple. Elle savait que tu avais été manipulé. Elle voulait seulement finir ce que tu n'avais jamais eu le droit de faire. Il tourna les yeux vers la tombe. Alors j'espère qu'elle sait que c'est fini maintenant. Miss Marple ne dit rien. Mais au fond d'elle-même, elle croyait que Dorothea le savait. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Crail rendit visite à Miss Marple à Rose Cottage. Il arriva avec son air habituel, chapeau ôté sur le seuil, carnet à la main, l'air vigilant mais sans agressivité. « Je pensais que je devais vous tenir au courant », dit-il, en s'installant dans son salon et en acceptant une tasse de thé avec une gratitude discrète. Béatrice Philby a signé une déclaration complète. Elle reconnaît avoir soustrait le livre du côté de mademoiselle Calthorpe avant que quiconque n'atteigne la sacristie. Elle a dit avoir immédiatement reconnu la reliure. Elle l'a emporté chez elle et a hésité pendant 2 jours à le brûler. Finalement, elle l'a caché, parce qu'elle n'arrivait pas à se résoudre à le détruire, dit Miss Marple. Mais elle ne pouvait pas non plus le laisser refaire surface. Crail hocha la tête. Elle affirme ne pas avoir bousculé. Mademoiselle Calthorpe ne pas avoir eu l'intention de lui faire du mal. Mais elle admet l'avoir confronté ce matin-là. Elle lui a demandé si le livre serait partagé. Elle l'a prévenu que cela ruinerait des familles. Elle dit que Dorothea s'est détournée d'elle, bouleversée, et s'est effondrée quelques instants plus tard. Miss Marple remuait lentement son thé. « Vous la croyez ?»« Oui. Il n'y a aucune trace de violence, aucun signe d'empoisonnement, et mademoiselle Calthorpe souffrait bel et bien d'un problème cardiaque, d'après le rapport du docteur Gildersleeve. » Miss Marple hocha la tête. Parfois on meurt parce que le poids de la connaissance devient trop lourd. Elle l'avait porté seule trop longtemps, et le choc de la confrontation, malgré toute sa détermination, aurait bien pu briser quelque chose. « Elle est morte avec la vérité entre les mains », a déclaré Crail, et elle lui a été arrachée avant que quiconque puisse la voir. « Jusqu'à présent, » dit Miss Marple avec un sourire triste. « Maintenant nous l'avons tous vue, et ce que nous en ferons sera le jugement dernier. » Lors du rassemblement suivant au village, un goûter organisé à la hâte pour la collecte de fonds pour le toit de l'église, l'ambiance était hésitante, mais apaisante. Mademoiselle Hartnell reprit son poste derrière les tartelettes à la confiture, l'air plus calme qu'auparavant, mais non dénué de force. Lavinia Prowse salua mademoiselle Marple d'une longue et ferme accolade et glissa discrètement une marguerite pressée dans sa main. « La fleur préférée de Dorothea, » murmura-t-elle. « Elle aurait aimé savoir qu'elle poussait encore ici. » Edward Markham était également présent. Il restait discret, sa posture formelle, mais il dégageait maintenant une légèreté qu'il n'avait pas encore ressentie. Jilly se tenait à proximité, pas tout à fait réconcilié, mais pas étranger non plus. Miss Marple a tout assimilé, observant sous son chapeau à large bord un léger sourire sur les lèvres. Le village, comme toujours, avait commencé à se rétablir. Ce soir-là, Miss Marple s'assit de nouveau à son bureau. Le carnet était presque plein, les dernières pages couvertes de son écriture soignée et soignée. Elle se tourna vers la dernière entrée et écrivit « Résolution. Mademoiselle Dorothea Calthorpe est décédée d'une insuffisance cardiaque, mais la cause n'en était pas moins tragique, malgré son origine naturelle. Elle est morte confrontée à un héritage de silence. Sa mort a révélé un réseau de loyauté cachée, certaines nées de la culpabilité, d'autres d'un devoir mal placé. Partie coupable, Madame Béatrice Philby, qui n'a pas agi par haine,
mais par loyauté démesurée envers la famille Aldrich. Le retrait du livre a retardé la justice, mais ne l'a finalement pas empêché. Le héros invisible, Edward Markham, autrefois Edmund Stratford, le témoin silencieux, le confesseur réticent. L'héritage, un village qui se souviendra, non pas du scandale, mais du sacrifice d'une femme qui a choisi la vérité plutôt que la sécurité. Elle posa son stylo, ferma le carnet et attrapa la lampe. Alors que la lumière s'estompait dans la pièce et que le crépuscule s'installait au-delà de la haie du jardin, Miss Marple resta assise en silence pendant un long moment, les mains jointes sur ses genoux. Les morts ne parlent pas, elle le savait. Mais parfois, leur silence devient la voix la plus forte de toutes. Une semaine s'était écoulée depuis que le village de Great Barton avait repris discrètement, presque imperceptiblement, son rythme habituel. Les ruelles étaient de nouveau jalonnées de vélos, le facteur reprenait son joyeux sifflement, et les conversations à la boulangerie avaient légèrement changé, passant de la tragédie à la météo, à la visite prochaine de l'évêque, et au mystère du gagnant du gros lot de la tombola, désormais reporté, au profit du fonds de restauration de la bibliothèque. Mais sous ce calme apparent, quelque chose avait changé dans le village. Les événements entourant la mort de Dorothea Calthorpe avaient laissé une trace invisible mais indéniable, une trace qui ne s'effacerait pas si facilement, même parmi ceux qui choisissaient de ne pas en parler. Certains secrets, une fois troublés, ne retournent pas paisiblement à la terre. Miss Marple, quant à elle, s'était retirée dans le calme volontaire qu'elle affectionnait après la résolution d'une affaire. Elle n'aimait ni les discours théâtraux, ni les félicitations, ni même les gros titres des journaux, bien que Gazette de Chipping Cleghorn avait publié une petite chronique intitulée « La mort d'un bibliothécaire discret est liée à un scandale vieux de plusieurs décennies, sans nom mais avec beaucoup de sourcils levés. » Au lieu de cela, elle reprit ses habitudes quotidiennes, soigner ses rosiers de fin de printemps, écrire sa correspondance à l'encre bleu pâle et siroter son thé sur le banc qui surplombait son petit jardin bien entretenu. Pourtant, ses proches remarquaient une certaine méditation dans son regard, comme si son esprit continuait à parcourir tranquillement les couloirs de Vine Cottage ou l'allée de St. Mildred. C'est un matin comme celui-là qu'Edward Markham est venu la voir. Elle l'attendait. Il arriva précisément à 10h30, vêtu d'un costume bien repassé, de coupe démodée et portant, de manière assez inattendue, un petit paquet enveloppé dans du papier brun et attaché avec une ficelle. « Mademoiselle Marple », dit-il avec un hochement de tête respectueux, tandis qu'elle se levait pour le saluer. « J'espère ne pas troubler votre tranquillité. »« De rien », répondit-elle en lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle sur le banc. C'est un plaisir rare de partager le jardin avec quelqu'un qui écoute le chant des oiseaux, au lieu de l'interrompre. Il sourit faiblement et s'assit, plaçant le paquet entre eux sur les lattes de bois. « Je suis venu, » dit-il après une pause, « pour vous remercier. Non seulement pour ce que vous avez découvert, mais aussi pour la manière dont vous l'avez fait. Il existe de nombreuses façons de chercher la vérité, » répondit-elle. Mais une seule permet de préserver la dignité de la personne. C'est ce que Dorothea aurait souhaité. Il détourna le regard un instant, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix était chargée d'émotion. Je l'aimais. Je ne le lui ai jamais dit, pas correctement. Et peut-être qu'elle n'aurait jamais voulu l'entendre. Mais je crois qu'elle m'a pardonné depuis longtemps. Je crois qu'elle a compris que je n'étais pas destiné à être l'homme qu'ils ont fait de moi. Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. Elle l'a fait, j'en suis certain. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la brise agitant la lavande et faisant travailler une abeille voisine avec un zèle industrieux. Finalement, Edward attrapa le colis. « Je voulais vous donner ceci, » dit-il. « C'est le manuscrit original de Confession de la 3e heure. » Le livre que Dorothea a trouvé était une édition ultérieure, embellie et sensationnaliste, bien sûr. Mais c'est la véritable version, inédite. Il appartenait au révérend Ellery et m'a été transmis à sa mort. Je l'ai caché toutes ces années.
Miss Marple déballa lentement le paquet. À l'intérieur se trouvait un mince livre relié en toile, ancien mais soigneusement conservé. L'encre de la page de titre avait pâli, mais les mots étaient lisibles. « Confession de la troisième heure » par le révérend Marcus Ellery, destiné à la réflexion privée et, si nécessaire, au jugement posthume. Je ne sais pas quoi en faire, dit doucement Edward, mais je te fais confiance pour décider. Miss Marple parcourut du bout des doigts le bord de la reliure. L'histoire n'est pas une collection de dates et de décrets, c'est l'accumulation de choix faits dans l'ombre, et parfois mieux vaut confier la vérité à quelqu'un qui ne la maniera pas à la légère. Elle leva les yeux et croisa son regard. Je m'en occupe. À la fin de cette semaine, le village entrait dans un nouveau chapitre. Le nom de la famille Aldrich ne s'était pas effondré sous le poids du scandale. Au contraire, il s'était discrètement effacé, tel un portrait disparu, mais néanmoins présent dans les mémoires. Cyril Aldrich, après un bref entretien avec Crail, partit pour Londres. Il ne lui dit pas au revoir. Mademoiselle Hartnell reprit ses fonctions de bibliothécaire, mais avec un respect accru pour son travail. Elle se déplaçait parmi les rayonnages, telle une prêtresse silencieuse du savoir, murmurant des paroles rassurantes à la mémoire de Dorothea, tout en cataloguant et en corrigeant les documents. Elle ne disait jamais à voix haute ce qu'elle avait appris, mais bon, elle n'en avait pas besoin. Béatrice Philby resta en détention légale, bien que son âge et sa réputation compliquèrent les choses. Elle n'avait pas voulu la mort, conclurait probablement le magistrat. Seulement le silence. Son procès, si jamais il en arrivait là, se déroulerait discrètement. Mais le village, à sa manière, avait déjà rendu son jugement. Edward Markham choisit de ne pas quitter Great Barton. Il proposa plutôt ses services, officieusement, pour aider à la restauration de la bibliothèque. « Les vieux yeux sont toujours utiles », dit-il à mademoiselle Hartnell avec un léger sourire. Ensemble, ils entreprirent de rédiger un recueil de l'héritage de mademoiselle Calthorpe. Son système de catalogage, ses plans annotés de la bibliothèque et ses notes marginales privées, souvent plus instructives que les livres eux-mêmes. Miss Marple, dans le calme de sa demeure, scella le manuscrit du révérend Ellery dans un linge et le déposa dans un vieux secrétaire. Elle y ajouta une note de sa main précise, à ouvrir seulement si l'histoire l'exige. Et puis, comme elle le faisait, toujours elle retourna à ses occupations. C'est lors d'une fête champêtre début juin que le village reprit, avec hésitation, ses festivités. Les enfants couraient sur la pelouse, les banderoles claquaient au vent, et la femme du pasteur versait de la limonade avec une autorité joyeuse. Miss Marple était assise avec Lavinia Prowse sous le sycomore, les deux femmes savourant une assiette, le scone au beurre et le rare réconfort du silence partagé. Finalement, Lavinia se tourna vers elle. « Tu penses qu'elle est en paix maintenant ?» demanda-t-elle, sans avoir besoin de la nommer. Miss Marple sourit doucement. « Je crois, dit-elle, que certaines âmes ne trouvent le repos qu'après avoir dit leurs derniers mots. Dorothea a consacré sa vie à préserver la vérité des autres, et finalement elle a fait en sorte que la sienne soit entendue. » Lavinia hocha la tête et regarda à travers la verdure, où les rires des enfants semblèrent soudain résonner plus clairement, comme s'ils résonnèrent du passé. « Et toi, Jane ?» demanda-t-elle. « Vas-tu te reposer aussi ?» Miss Marple jeta un coup d'œil vers le clocher de l'église, où une seule colombe s'était perchée au soleil. « Oh non, ma chère, » dit-elle, en sirotant son thé. « Pas tant que les gens continuent à prétendre que la nature humaine est tout sauf délicieusement, tragiquement prévisible. » Et à côté d'elle, le jardin fleurissait, brillant, indiscipliné et complètement vivant.